Salatu wassalam ala rasulillah. Dans cette séance, on va continuer de présenter un autre régime transitoire de la machine asynchrone et il est classé dans des régimes transitoires normaux, c'est-à-dire on parle de déclenchement du réseau ou déconnexion de la machine du réseau. Donc, lors d'un déclenchement de la machine asynchrone du réseau, l'énergie magnétique emmagasinée dans la machine est dissipée sous une forme ou sous une autre. C'est-à-dire, cette énergie, elle doit être dissipée. Si le rotor est ouvert ou fermé, on a deux cas par la suite à présenter. Donc, on va présenter déclenchement à rotor ouvert et le déclenchement à rotor en court-circuit. Donc, si la résistance du court-circuit est de valeur très grande, le déclenchement peut provoquer au stateur des surtensions dangereuses. C'est-à-dire, si on a ici une machine asynchrone alimentée du réseau, cet interrupteur est fermé, c'est-à-dire il y a une alimentation ici, donc K il est fermé. À un instant T, on ouvre l'interrupteur K. Donc il y a ici, au niveau de la machine, une énergie emmagasinée. Cette énergie est dissipée sous une forme ou sous une autre. Donc il y a une surtension au niveau de stator. Donc on va ici, dans cette séance, d'évaluer l'ordre de grandeur de cette surtension au niveau du stator. Donc, on considère le modèle de la machine ou la tension statorique dans un repère lié au stator. Lors du déclenchement, à circuit rotorique ouvert, on obtient, c'est-à-dire le premier cas, on suppose que le rotor de la machine est ouvert. Et on fait cette manœuvre, c'est-à-dire on ouvre l'interrupteur K. Donc il y a une surtension au niveau de stator, donc on doit commencer par l'équation des tensions statoriques. Donc si delta T représente la durée de déclenchement, donc la durée de déclenchement est delta T, est définie comme la période où la machine freine jusqu'à l'arrêt. Donc cette durée de déclenchement va nous aider de déterminer la valeur moyenne. C'est-à-dire on va essayer de déduire la tension statorique, la valeur de la tension statorique moyenne durant ce temps de déclenchement. Donc on connaît bien que la valeur moyenne, c'est l'intégrale de 1 sur t. On a ici la période delta t, ou la durée de déclenchement, sur l'intervalle de déclenchement, c'est-à-dire de 0 jusqu'à delta t. Donc, on remplace ici la tension, l'équation 32, on le remplace ici. Donc, c'est l'intégrale de 1 sur t, la résistance. C'est un constant, on peut la sortir de l'intégrale. Et ici, il y a la variation des deux phi du flux sur d2t, l'origine de l'équation, fois le d2t de l'intégrale. Donc, on a ici une simplification. On trouve directement d2 phi s. Tel que d2 phi s, c'est la variation du flux avant le déclenchement et après le déclenchement. C'est-à-dire que d2 phi est égal, on peut la remplacer par phi s1 moins phi s0. Donc l'expression de la valeur de la tension moyenne est donnée par l'équation 33. Donc on a eu le phi s0, c'est le flux avant le déclenchement, le phi S1 c'est le flux statorique après le déclenchement, compte tenu de l'ordre de grandeur de RS et la durée de déclenchement delta T, c'est-à-dire après intégration de ce terme, il sera
le résultat final de l'intégrale va nous donner la résistance RS fois un courant pendant un delta T, c'est-à-dire delta T est très faible, c'est de l'ordre de 1 jusqu'à 3 millisecondes. En plus, la valeur de la résistance est faible au niveau du stator. C'est pour ça, dans certains cas, on néglige la résistance des perdjoules au niveau du stator. Donc, cette quantité ou ce produit ou cette chute ohmique pendant un intervalle delta T est très faible devant la variation du flux. Donc, on peut dire que on peut simplifier ou négliger le terme RSIS d2T par rapport à la variation du flux. Donc, on a ici la tension IS. La tension IS est égale à la variation. La tension IS, ici, US, la valeur moyenne, est égale, avec une valeur approximative, c'est phi S1 moins phi S0, divisé par la période de déclenchement ou la durée de déclenchement. C'est la valeur de la tension US. Voilà. Donc, on va discuter la valeur de cette tension pour les deux cas. Si le rotor de la machine est ouvert, et celui-ci c'est pour le cas par exemple de la machine à rotor bobiné, à bac, si le rotor est ouvert, donc on a ici le courant rotorique est nul. Faites très attention, si le rotor ouvert, la machine ne tourne pas, c'est-à-dire que la vitesse de la machine est nulle. C'est-à-dire, pourquoi? Parce que la machine asynchrone, c'est une machine à induction. On doit court-circuiter le rotor pour créer un flux rotorique. Le flux rotorique présente des pôles sud et nord. Avec l'interaction du flux statorique, la machine tourne. Donc, la machine asynchrone, si le rotor est ouvert, donc on a le courant rotorique nul. Donc, la machine est à l'arrêt. Il ne faut pas confondre l'essai à rotor ouvert avec l'essai à vide. Puisque dans l'essai à vide, on a ici le courant rotorique presque nul. Donc, avant le déclenchement, c'est-à-dire avant le déclenchement, avant l'ouverture de l'interrupteur K, donc le flux statorique est donné. L'expression générale du flux statorique est égale, et phi S0 est égal à LS IS0 plus le flux de la mutuelle, c'est le flux au niveau créé par le rotor. Voilà, c'est IR0. Le rotor est ouvert, c'est-à-dire que le courant rotorique est nul. Donc le flux statorique avant le déclenchement est donné par l'expression suivante, c'est-à-dire que phi S0 est égal à LS IS0. Après le déclenchement, le flux statorique, on garde presque la même expression puisque on a toujours le flux statorique est égal à le flux propre créé par le courant statorique plus le flux de la mutuelle créé par le courant rotorique. Si on est dans le cas avant le déclenchement, on note ici phi S0, IS0, IR0. Après le déclenchement, on a le flux est devenu phi S1 fois le courant IS1 et le courant rotorique IR1. Le rotor est toujours ouvert. Le rotor est toujours ouvert, c'est-à-dire que le courant rotorique est toujours nul. Donc, l'expression du flux de la mutuelle est nulle. Et le courant après le déclenchement, c'est-à-dire on coupe l'alimentation, le courant aussi IS1 est égal à 0. Donc le flux statorique après le déclenchement est égal à 0. Donc pour conclure, donc on a
Avant le déclenchement, phi S0 est égal à LS IS0. Après le déclenchement, phi S1 est égal à 0. Revenons à l'expression trouvée précédemment qui représente la tension moyenne au niveau du stator. Donc, on a ici la tension moyenne trouvée précédemment, c'est la valeur du flux statorique après le déclenchement. Et ici, c'est la valeur du flux statorique avant le déclenchement. On a trouvé ici que phi S1 est nul. Donc, on trouve seulement que IS, c'est la valeur absolue du phi S0 divisé par delta T. Alors que phi S0 est égal à LS selon l'expression précédente fois IS0. On remplace cette valeur, on trouve que la valeur moyenne de la tension au niveau du stator créée par cette déconnexion est égale à LS fois IS0 divisé par delta T. En multipliant les deux termes par oméga S, on divise par oméga S, on multiplie par oméga S. Donc LS oméga S va nous donner la réactance X. Donc la valeur de la tension moyenne aux bornes du stator est donnée par l'expression 36, où US0 représente la tension statorique avant le déclenchement. La figure 5 représente la surtension de déclenchement à rotor ouvert lors d'un essai de 40 volts, c'est-à-dire que la machine est alimentée seulement par une tension 40 volts. La surtension ou cette surtension créée par le déclenchement à rotor ouvert est atteint trois fois la tension d'alimentation. 3 fois, on a ici une tension de déclenchement US est égale 3 fois US0. Donc, pour 40 volts, ça marche et ça passe. Mais pour la tension nominale, si on alimente la machine, par exemple, par une tension de 400, donc 3 fois la tension 400, donc 1200 volts, donc elles peuvent provoquer des dégâts au niveau de la machine. Donc c'est pour cela le déclenchement, il faut faire attention au déclenchement de la machine au réseau. Avant de faire ce déclenchement, il faut prendre en considération la diminution de la tension progressivement, surtout pour les machines de grande puissance. Voilà. Pour le deuxième cas, si le rotor est en court-circuit. Revenons maintenant au deuxième cas. Si ce déclenchement de réseau est effectué à partir où le rotor il est en court-circuit, c'est-à-dire que la machine asynchrone a un schéma équivalent qui comporte voilà, c'est le schéma équivalent de la machine RR sur G. Le rotor ici, il est en court-circuit sur une résistance RR sur G. Donc, on a ici la résistance et l'inductance de la résistance qui représente les paires de fer et l'inductance magnétisante, les inductances et la résistance de fuite au niveau du stator. Et celle-ci, c'est l'inductance de fuite au niveau du rotor. Donc, si on prend par exemple l'équation de la tension rotorique dans un repère lié au stator, donc on trouve ici que la tension au niveau du rotor est égale au terme qui représente chute ohmique, la FEM de transformation et la FEM de rotation. Le rotor il est en court-circuit, donc la tension au niveau du rotor est nulle. Voilà. En négligeant la résistance RR, en admettant que la vitesse
reste constante pendant le déclenchement, c'est-à-dire que c'est des hypothèses simplificatrices. On a ici deux hypothèses. On suppose que la résistance est négligible pour simplifier l'étude et que la vitesse reste constante pendant le déclenchement afin de résoudre l'équation différentielle suivante. Donc, si on fait l'intégrale du flux rotorique, donc l'expression suivante est devenue est représentée par cette équation. Donc, par la suite, l'intégrale de la variation du flux va nous donner le flux après le déclenchement et le flux avant le déclenchement au niveau du rotor, c'est-à-dire que l'intégration de la variation du flux va nous donner, ou du différentiel du flux va nous donner cette expression. Il nous reste la détermination de cette intégrale. Donc cette intégrale représente la variation du flux, c'est-à-dire si on a par exemple le flux varie de phi r 0 avant le déclenchement, par la suite à phi r1 après le déclenchement, l'intégrale est la surface, l'intégrale de phi r d 2t pendant un intervalle d 2t ou delta t, tel que le temps est varie de 0 jusqu'à delta t. Voilà. Ici, c'est la variation du flux de phi r0 vers phi r1. L'intégrale est la surface limitée par l'axe des temps et la courbe de la variation du flux. Donc, on a ici presque la surface d'un carré divisé par 2. Donc, on a ici phi r1 moins phi r0 fois la période de déclenchement divisée par 2. Donc, on trouve cette expression que phi r1 moins phi r0, c'est la variation du flux, fois la période ou la durée de déclenchement, et on trouve l'expression 39. Donc, on peut arranger cette expression de telle façon de faire ressortir le phi r1 de ce terme et de ce terme. Donc, on a ici un terme qui va nous donner 1 moins Gm, G oméga m phi R1. Et de l'autre côté, on va ressortir le phi R0, voilà, qui va nous donner le 1 plus G oméga fois phi R0, bien sûr, fois delta t sur 2. Ici, c'est 1 plus G oméga m fois delta t sur 2. Donc, on va ici de déterminer le flux rotorique après le déclenchement, c'est-à-dire la valeur du flux rotorique après le déclenchement. Donc, l'expression 39 est devenue ou peut être réécrite par l'expression 42. Donc, la durée de déclenchement est très faible, donc on peut négliger le delta t divisé par 2 par rapport à 1. Donc, on peut faire une approximation de cette expression vu la période de déclenchement ou la durée de déclenchement qui est très faible, qui varie de 1 jusqu'à 3 millisecondes. On suppose que le disjoncteur il déclenche par le premier passage à 0. Donc, on va remplacer cette expression 41 dans l'expression 42, où on conclut que le flux rotorique après le déclenchement
est égal au flux rotorique avant le déclenchement. Donc, revenons aux expressions du flux rotorique après le déclenchement. On travaille toujours par la valeur du flux est égale à la valeur du flux propre créé par le courant rotorique plus la valeur du flux créé par le courant du circuit statorique, c'est le flux de la mutuelle. Donc, en se basant sur cette expression, le flux rotorique après le déclenchement est noté par phi R1, le courant c'est IR1 et le courant statorique c'est IS1. Après le déclenchement, le courant statorique est nul, c'est-à-dire on coupe l'alimentation. Donc on a ici le terme du flux de la mutuelle du circuit statorique est nul par rapport à celui du rotor. Donc on trouve que phi R1 est égal à LR fois IR1. Et en même temps, d'après l'expression précédente, on a trouvé que phi R1 est égal à phi R0. Et la même chose, phi R0, il peut se réécrire par l'expression suivante. Voilà, IR0 plus le flux de la mutuelle, c'est avant le déclenchement ce flux, phi R0, LRS fois IS0. Donc, celui-ci, c'est phi R0 et celui-ci, c'est phi R1. Mais d'après l'expression trouvée par l'intégration du flux au niveau sur une période de déclenchement delta t, on a trouvé que phi R1 est égal à phi R0. Donc, on va utiliser l'égalité suivante, c'est-à-dire on va faire l'égalité suivante. Tant que phi R1 est égal à phi R0, donc je peux utiliser phi R1 est égal à l'extrémité, la deuxième extrémité de phi R0, afin de déduire le IR, IR1. C'est-à-dire que phi R1 est égal à LR IR1. Donc, je dois utiliser cette égalité. Voilà. Donc, à partir de cette expression, je détermine le courant IR1 après le déclenchement donné par cette expression. Donc, on va utiliser cette égalité, ce LR IR1 est égal à LR IR0 plus LRS fois IS0. Donc, à partir de cette expression, je détermine IR1 qui est égal à LR IR0 plus LRS IS0 divisé par LR. Donc, il y a une simplification ici, on trouve IR0. Et dans cette expression, il reste LRS divisé par LR fois IS0. Donc, et en même temps que phi S0, c'est le flux avant le déclenchement, le flux statorique avant le déclenchement est donné par cette expression. Celui-ci est le flux statorique après le déclenchement où le courant statorique est égal à 0 puisqu'on a déconnecté la machine du réseau. Donc, le flux statorique phi S1 est égal à la valeur de l'inductance mutuelle statorique-rotorique fois le courant IR. Donc, si on remplace le courant statorique et le courant rotorique après le déclenchement dans la valeur du flux statorique après le déclenchement, on trouve que le flux statorique après le déclenchement est égal à cette expression. Voilà. Ça, c'est le flux statorique après le déclenchement. Et ça, c'est le flux rotorique après le déclenchement. Donc, à partir de cette procédure d'intégration
on a trouvé le flux rotorique après le déclenchement et le flux statorique après le déclenchement. Donc, on va continuer. Donc, on va ici de déterminer le courant rotorique. Donc on va ici de déterminer la surtension ou la tension moyenne au niveau de stator. Mais dans ce cas, le rotor il est en court-circuit. Donc, il y a un courant rotorique qui existe dans le rotor. Ce courant rotorique, il va s'amortir en fonction de la résistance RR. Donc, à partir de la variation du courant rotorique, on peut déterminer la tension statorique. Voilà, on va continuer. Donc, avec IR0, IS0, c'est les courants statoriques et rotoriques avant le déclenchement. IR1, c'est le courant rotorique après le déclenchement. Après le déclenchement, donc, il faut faire attention ici. Après le déclenchement, l'enroulement statorique, c'est-à-dire la déconnexion de la machine, le courant rotorique s'amortit avec une constante du temps liée au rotor. C'est tau R prime, puisqu'on est dans un régime transitoire. Donc, les inductances statoriques et rotoriques cycliques est devenu LS étoile et LR étoile. Dans un référentiel lié au stator, le courant rotorique il s'amortit avec un exponentiel de T sur tau R. Voilà. Le courant rotorique ici, le courant rotorique, il s'amortit avec un courant IR0, une valeur de IR0. C'est une valeur initiale. Donc, la déconnexion du réseau de la machine au réseau va nous donner une décroissance du courant rotorique sous une forme pseudo-périodique. À l'instant de déclenchement, si on suppose ici que l'instant de déclenchement est ici, voilà, on peut faire comme ça, voilà. On suppose que ici, c'est l'instant de déclenchement. Voilà. C'est l'instant de déclenchement. AT est égal à, par exemple, T0. On fait le déclenchement, c'est-à-dire on ouvre l'interrupteur K. Donc, le courant IS1 est égal à 0. Donc, il y a, à partir de ce point, il y a un amortissement du courant rotorique selon une constante de temps, tau R étoile. Donc, à l'instant de déconnexion, ce courant est égal à IR0, est égal à la valeur de flux IR0 divisé par l'inductance LR. En exponent multiplié par l'exponentielle, puisque le courant il va s'amortir dans une enveloppe de l'exponentielle moins T sur tau R0, fois le courant qui existe à l'intérieur de l'enveloppe. C'est un courant qu'on peut le présenter par une sinusoïde. Voilà, c'est la valeur du courant. Pourquoi on utilise l'exponentielle? L'exponentielle est très intéressant dans les produits de manipulation des sinusoïdaux, puisque l'exponentielle, si on utilise l'exponentielle, c'est pour ne pas perdre les signaux. Après un produit de 10 signaux, donc le terme exponentiel, par exemple J oméga M de T, est bien défini que c'est celui du courant rotorique. Voilà. Le terme exponentiel moins T sur tau 0, R, il représente l'enveloppe ou l'amortissement du courant rotorique. C'est très intéressant. Donc, on va continuer. Donc,
d'après le calcul précédent, on a trouvé que le phi S0 est égal à LSR sur LR phi R0. Donc cette expression a été démontrée dans le calcul du courant de court-circuit. Donc on a fait un calcul. Voilà. On va essayer de faire ce calcul. On a trouvé précédemment que le flux statorique est égal à l'inductance LS fois le courant IS plus LSR fois IR, et le flux rotorique phi R est égal à LR fois IR plus LRS ou LSR, c'est la même chose, fois IS. Si je détermine de cette expression le courant IR est égal à phi R moins LSR fois IS divisé par LR, et je le remplace ici. Voilà. Je le remplace ici. Donc je trouve un flux statorique phi S est égal à LS IS plus LSR multiplié par ce courant. C'est phi R moins LSR fois IS divisé par LR. Donc j'arrange le terme, c'est LS IS, et on a ici le LS multiplié par LSR fois IS. Donc on a ici moins LSR au carré divisé par LR fois IS plus LSR divisé par LR fois phi R. Si je ressortir le IS ici, voilà. Donc l'IS comme facteur, il nous reste LS moins LSR au carré sur LR. Ce terme, il représente la quantité sigma LS, qui est LS étoile. C'est l'inductance transitoire. C'est pour cela que ce flux statorique, il peut être réécrit sous la forme LS étoile fois IS, voilà, plus le LSR sur LR phi R. Donc c'est la formule générale. Et on a ici si on veut savoir le flux statorique avant le avant le déclenchement, c'est phi S0. Il sera noté par IS0 et le phi R0. Voilà. Donc le phi S0 est égal à l'inductance transitoire fois le courant IS0 plus le rapport LSR sur LR fois phi R0. Et la même chose pour le flux rotorique. On utilise la deuxième équation, c'est-à-dire on va essayer de déterminer de cette expression le courant IS et on le remplace ici. Donc on trouve la même procédure. Par la même procédure, on trouve que phi R0 est égal au rapport LSR sur LS fois phi S0 plus le flux propre créé par l'inductance transitoire. Voilà. Donc on continue. Donc par la suite, on va essayer de remplacer le flux rotorique ici. Le flux rotorique phi R0 il sera remplacé par cette expression présentée ici. Donc le phi R0 divisé par LR, ça c'est le phi R0. On le remplace ici. Donc on trouve le premier terme fois l'exponentielle de l'amortissement fois l'exponentielle du signal sinusoïdal. Donc, voilà. Après le déclenchement, la tension induite au stator, cette tension induite au stator est créée par la variation du flux créé par le courant rotorique. C'est-à-dire le courant rotorique, ce courant rotorique amorti, il va créer un flux rotorique. Ce flux rotorique, il va lui-même créer une tension induite au niveau du stator
donné par cette expression. Par cette expression. Voilà. La tension au niveau du stator, c'est la variation du flux statorique, puisque la variation du courant va créer une variation du flux, ou va provoquer une variation du flux au niveau du stator. Cette variation du flux au niveau du stator va provoquer une surtension US. Donc, si on remplace le flux statorique ici, puisque le flux statorique phi S, il peut être écrit sous la forme suivante. On sait qu'après le déclenchement, le courant statorique est nul, donc il ne reste que le terme LSR fois IR. Ce terme, il sera remplacé ici, donc on trouve LSR dérivé du courant rotorique. Donc le dérivé du courant rotorique, on doit dériver cette expression. Donc ici, on remplace l'expression 43. Voilà, cette expression 43, elle sera remplacée ici. Donc on doit dériver ce terme. Ce dérivé est le dérivé d'un produit, c'est-à-dire on va dériver un produit de dérivé sur dt d'un exponentiel a t fois exponentiel bt. Donc il va nous donner a l'exponentiel at plus fois l'exponentiel bt plus b l'exponentiel at fois l'exponentiel bt. Voilà. Donc après arrangement, on trouve a plus b fois l'exponentiel at exponentiel bt. Le a, c'est l'exponentiel moins t sur tau r, et le b, c'est l'exponentiel, c'est le g oméga de t. Donc, le a, c'est le moins t sur tau, moins 1 sur t, tau r, et le b, c'est j oméga m. Donc, on trouve la somme a plus b, donc moins 1 sur tau r, voilà, il est ici, et on trouve j oméga m. C'est la somme fois l'exponentiel at fois l'exponentiel moins t sur tau fois l'exponentiel bt, c'est celui exponentiel j oméga 2t. Voilà. Donc cette expression est déduite à partir du dérivé du courant rotorique. Voilà. Si le déclenchement se produit à vide, c'est-à-dire que le courant rotorique est nul, on a démontré que dans les exercices d'entraînement que si la machine est à vide, donc le glissement presque nul, et on sait que le courant rotorique est égal à la tension V divisé par la racine de R sur G plus L2 oméga au carré et au carré. Donc si le glissement est nul, donc le terme R sur G est très grand, il tend vers l'infini, donc le courant IR, il tend vers 0. Et ça, c'est déterminé à partir de schéma équivalent de la machine. Voilà, la résistance R sur G. Et ça, ici, c'est la tension. Si on néglige les résistances statoriques et l'inductance des fuites au niveau de stator, donc la tension, elle peut se déplacer ici. Donc, on peut utiliser la loi des mailles, telle que le courant rotorique est égal à l'impédance, à la tension V sur Z. V sur Z, tel que Z est égal R sur G plus l'inductance L de oméga fois le courant IR. Donc, à partir de la loi des mailles, on peut déterminer le courant par cette expression où si G est égal à 0, donc le courant rotorique avant le déclenchement est égal à 0. Celui-ci, c'est le courant IR0, c'est-à-dire à l'instant de déclenchement. Donc, on peut simplifier encore l'expression où IR ici est égal à 0. Donc, on trouve finalement l'expression suivante. Voilà.
Voilà l'expression. L'expression, par exemple, c'est 44 ici, est devenue comme suite. Voilà. Donc, si moins 1 sur tau R est inférieur par rapport à oméga, donc on peut négliger ce terme devant G oméga. Donc, cette expression, elle se simplifie par G oméga n. Elle sera multipliée par phi S0, c'est-à-dire on trouve un produit de G oméga n fois phi S0 qui est égal approximativement, puisque la vitesse de la machine est à vide, presque le glissement est nul, donc la vitesse du rotor presque est égale à celle du champ. Donc on peut faire l'approximation de ce produit par celui-ci. Donc ce produit a été trouvé précédemment que G oméga S phi S0 est égal à racine de 2 US 0. On le remplace ici, donc on trouve, voilà, on trouve que la tension produite par la variation du courant qui a créé lui-même une variation du flux au niveau de stator nous donne l'expression suivante en exponentielle. Donc la tension ou la surtension créée par cette variation est la partie réelle de l'exponentielle de G oméga de t, donc donnée par l'expression K au carré, tel que K au carré sur ce rapport. Donc, fois la tension max ici, fois le cosinus oméga de t, c'est un signal sinusoïdal amorti par le coefficient exponentiel moins t sur tau R. Donc la tension ici, U d'une phase statorique, est égale au coefficient K au carré lié aux dispersions des lignes de champ fois la racine de 2 US0 exponentielle, pardon, on m'a dit la partie réelle de l'exponentielle, c'est-à-dire le cosinus oméga m de t fois l'exponentielle moins t sur tau R prime. Voilà. Donc on trouve une enveloppe, l'exponentielle moins t sur tau R prime, c'est l'enveloppe de l'amortissement, c'est celui-ci. Et à l'intérieur de cette enveloppe, on trouve la quantité K0 US ou K0 Umax cosinus oméga m de t qui représente le courant rotorique. Pour plus de détails, vous pouvez voir, pour en savoir plus, vous pouvez voir ces références-là où on a utilisé pour l'étude du régime transitoire de la machine. C'est des très bons livres tels que le Châtelain, machine électrique, le Philippe Barret, régime transitoire des machines tournantes, et introduction, c'est celui de Sigui, donc introduction à l'électrotechnique approfondie. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine séance, on va attaquer le régime transitoire de la machine synchrone.